Cela fait plus de 30 ans que la loi Veil sur l'IVG a été adoptée et pourtant le nombre d'avortements n'a que très peu diminué en France. Chaque année ont lieu 200 000 interruptions volontaires de grossesse, une réalité dont on ne parle plus beaucoup, comme si la chose était simple, les femmes libérées et heureuses et les médecins sans aucun état d'âme. Pourtant, la réalité est plus complexe et quand on écoute ceux qui veulent bien parler de cette expérience, on entend les mots souffrance, douleur, culpabilité ou solitude. Derrière les traditionnels clivages pro ou anti-avortement qui font beaucoup de bruit, il y a la parole oubliée, la parole confisquée des femmes qui vivent l'épreuve de l'avortement. Que disent ces femmes? Comment les accompagner? C'est le thème du dernier livre de Monique Hébrard. Bonjour. Bonjour. Longtemps journaliste au mensuel Panorama, vous êtes également chroniqueuse à La Croix et vous avez publié de nombreuses enquêtes, Les femmes dans l'église, La foi qui guérit ou encore Les nouveaux convertis. Alors qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à écrire sur cette délicate question de l'avortement? Écoutez, ça fait 10 ans que je portais ce sujet, il fallait absolument que j'en accouche. Et ce qui m'avait mis sur cette piste, c'est une jeune femme que j'avais rencontrée et qui m'avait dit, je viens d'apprendre que ma mère a avorté avant moi et j'ai compris mon mal-être. Et la parole de cette femme m'a plongée dans tout ce qu'il pouvait y avoir d'inconscient et de souffrance enfouie autour d'une IVG qu'on a fait soi-même ou que votre mère a pu faire. Alors, votre livre, c'est pas un livre partisan, hein. Vous n'êtes pas pro-avortement, vous n'êtes pas anti-avortement, parce que en France, il y a eu beaucoup de guerres autour de ce thème et ça continue encore. Je suis ni pro ni anti. Je pense que l'avortement, c'est quelque chose de difficile, de douloureux, et on va pas dire qu'on est pour l'avortement, mais je suis pour une loi qui permette que l'avortement se passe bien, ni au péril de la vie des femmes, ni dans des circonstances humaines très angoissantes, puisque de toute manière, on l'a bien vu tout au long de l'histoire, quand une femme veut faire passer son bébé, elle le fait passer. Donc, autant que ce soit fait avec des normes raisonnables et pour la santé et pour la psychologie des femmes. On a vu dans l'histoire, et notamment dans les années 70 et la libéralisation de l'avortement, beaucoup d'affrontements entre les extrémistes d'un côté, les extrémistes de l'autre. On est sorti de cette période ou on en est encore ? On en est sorti au sens qu'il n'y a plus de manifestations de femmes criant « mon ventre m'appartient », mais on n'en est pas sorti au sens où dans les subconscients et dans la manière de penser, je crois que on pense toujours de façon bipolaire, le pour et le contre. Et je ne sais pas pourquoi, si c'est vraiment une faille de l'esprit français, on ne sait pas regarder la réalité en face. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est tout simplement poser un regard sur ce que vivent les femmes et une écoute. Je suis journaliste, toute ma vie journaliste, et la beauté de ce métier, je crois, c'est d'écouter et d'entendre ce que disent et ce que vivent les gens. Et j'ai voulu entendre ce que vivaient les femmes qui se demandaient si elles allaient avorter ou qui avaient avorté. Alors on va y revenir puisque votre livre s'appelle La parole confisquée, hein, c'est le titre de votre livre, donc on va y revenir. Mais j'aimerais qu'on revienne sur l'acte en lui-même. Vous dites que c'est pas banal cet acte et on peut croire aujourd'hui, il y a 200 000 avortements par an, ce qui est énorme. Vous dites que même certains médecins disent mais non, c'est pas banal, on peut pas passer ça comme ça sous silence. Mais oui, des médecins, des psychologues, des psychanalystes et les femmes elles-mêmes. Et parfois leur mari. Mais oui, il y a eu cette phase déjà à partir des années 80, d'un désenchantement des médecins qui avaient été des militants et puis qui n'en pouvaient plus de faire ces actes à répétition. Si bien que, revers de la médaille, aujourd'hui, on se trouve avec moins de lieux et moins de médecins qui peuvent faire cet acte, d'où une difficulté. Mais je crois que tout le monde, alors si on écoute les psychologues et les psychanalystes à plus forte raison, tout le monde dit cet acte n'est pas banal. J'ai en mémoire une femme qui écrivait sur Internet quelque chose comme
Ce n'est pas vrai que donner la mort à un enfant est innocent. Alors, on pourrait croire que c'est une phrase du pape, tellement c'est fort. Mais pas du tout, c'est une phrase d'une jeune femme qui n'est pas croyante, mais qui a vécu ça et qui continue à vivre avec et qui porte ce poids. C'est jamais banal, même si parfois l'acte est tellement bien entouré, accompagné et banalisé justement que on se dit mais au fond c'était rien. Et parfois la douleur va se réveiller 10 ans après, sous différentes formes d'ailleurs. Les chiffres de l'avortement, une IVG pour 3 naissances, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment expliquer de tels chiffres aujourd'hui ? Comment expliquer surtout que la contraception est quand même généralisée à peu près 80% des femmes en âge de procréer. Donc les psychologues ont pas mal analysé ce qui pouvait causer une grossesse non désirée. Il y a par exemple une recherche d'identité. Pour les jeunes, par exemple, est-ce que je pourrais être mère ? J'ai besoin de me prouver que je vais être mère, que je peux être mère. Alors, soit parce que j'ai pas eu de mère, soit parce que ma mère m'a mal aimée, soit parce que ma mère m'a étouffée, j'en sais rien, il peut y avoir des tas de raisons. Bon, je suis enceinte, ça y est, je me suis prouvé que je pouvais être mère, mais je ne suis pas capable d'être mère, donc je ne suis pas prête. Donc, la recherche d'identité peut être une cause. On a trouvé aussi des causes parmi, justement, comme je vous disais tout à l'heure, des enfants qui ont été mis en face de la réalité de l'avortement chez leur mère. Qui par exemple leur a dit un jour, ça j'ai rencontré ce cas-là aussi, écoute, t'es là parce que j'ai pas réussi à avorter, ce qui est épouvantable. Donc on conçoit qu'une jeune femme soit poussée à tenter cet acte d'être enceinte pour réparer quelque part et pour se prouver que l'amour, que la vie existe, mais en même temps elle peut pas l'assumer parce qu'elle a peur de faire mal à cet enfant comme on lui a fait mal à elle. Donc, vous voyez, c'est des causes très enfouies. Vous interrogez un certain nombre de spécialistes. Vous citez la psychanalyste Jeanne Guédidi-Courrier qui a travaillé sur cette question de la psychanalyse et qui parle de problèmes de filiation, de deuil non assumé, de problèmes d'identité, vous l'évoquiez. Donc, il faudrait quoi ? Il faudrait remonter en amont avec ces femmes pour que elles puissent travailler ces questions-là non réglées ? Bien sûr. Bon, quand il y a eu un avortement, si on n'a pas pu discuter avant, parler avant avec quelqu'un, et aujourd'hui les entretiens, comme vous le savez, ont été supprimés, les entretiens pré-IVG, qui n'étaient pas toujours bien faits d'ailleurs, hein. Mais s'ils étaient bien faits, ils pouvaient aider à aller chercher les causes. Bon, mais maintenant, quand l'avortement est fait, je dirais, rien n'est encore joué. Il faut, si ces femmes ont besoin de parler, il faut qu'elles trouvent des lieux où justement on va les aider à remonter sur les causes de ce qui a bien pu produire cet échec de la vie, surtout que parfois on en est au son 2e ou 3e avortement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, donc il faut arrêter le drame quand même. Donc il faut vraiment en parler et voir clair en soi. Il ne s'agit pas de culpabiliser, surtout pas, mais il s'agit de faire la clarté en soi.